Donc, bon samedi matin. Bon samedi matin, tout le monde. Donc, aujourd'hui, on parle du livre Essentialism. Oui, bien d'habitude, en fait, les autres lives qu'on a fait avant, les 5 lives qu'on a fait avant, on discutait plus d'une thématique. Puis aujourd'hui, en fait, on a un club de lecture. Puis aujourd'hui, on s'est dit que ça serait une bonne opportunité de faire un épisode pour notre club de lecture dans lequel on parle d'un livre, en fait. Notre premier livre qui était Movement Matters, qui est juste ici, de Cathy Bowman, qui est en ce moment à l'affiche sur votre site web. T'es direct devant. Juste ici. Donc aujourd'hui, on va parler de ce livre-ci. On n'a plus le beau cover, fait qu'il faut Non. montrer de côté. Oui, parce que, en fait, moi et Vince, on a juste tellement d'idées, on a trouvé une façon de les structurer. On s'est dit, on va faire un grand thème pour un mois, puis après, un thème par semaine pour créer du contenu autour de ça. Yes. Donc, le mois de mai était dédié à la maison vivante. Fait qu'on a parlé de bureau dynamique, foyer feuillu, fait comment le jardinage fait bouger, puis notre aménagement avec des plantes peut faire bouger. Là, on est en train de finaliser le thème du lit, qu'on appelle démeubler, pour voir comment on peut repenser un peu la chambre à coucher. C'est ça, démeubler la chambre à coucher, si on veut. Donc, revoir la place pour du dormir lit. À terre. Oui, exactement. Dormir à terre. C'est l'épisode de la semaine dernière qui est disponible en ce moment sur le site et dans les lives. Oui. Puis là, le mois de juin est dédié au thème global des habitudes. Fait qu'on s'intéresse à comment apprendre à apprendre. On se fait dire qu'il faut bouger plus, mais comment est-ce qu'on construit un style de vie, en fait, qui fait place au mouvement au lieu d'essayer de juste squeezer de l'activité physique dans nos horaires qui sont déjà un peu chargés. Oui. Puis ça peut être stressant. Puis un livre qui nous a grandement aidé sur comment un peu structurer notre vie puis choisir ce qu'on aime, ben c'est ce livre-là. Fait qu'on va parler aujourd'hui, la structure du live, ça va être, on va présenter le livre, pourquoi on l'a choisi. Puis après, on va présenter 3 idées clés du livre avec des exemples concrets de ce que nous, on a fait dans notre vie. Oui, absolument. Voilà. Voici, voilà. C'est moi qui prends les notes, comme d'habitude. Donc, moi, je suis hyper prête et Vince rebondit sur... moi, je m'occupe de la technique. L'équipement. Donc, quand j'ai fondé Renard, en fait, avec Priscilla, qui était... Tout début. Au tout début, c'était avec Priscilla, qui est une maman qu'on a invitée au podcast d'ailleurs, si vous voulez la rencontrer. Et on voulait vraiment comprendre comment avoir de la valeur pour les familles, parce qu'on visait les familles à ce moment-là. Elle est mère de 3 garçons. Puis, fait qu'on voulait vraiment creuser pour pas juste rajouter quelque chose de plus comme produit ou sur le web. On s'était dit, on va aller au cœur du problème. Puis on s'est rendu compte, après avoir parlé avec des centaines, plein de parents, qu'une des grosses problématiques, c'est que on a, finalement, c'est même pas juste les parents, mais on a tous le sentiment qu'on n'en fait jamais assez. La charge mentale des parents, c'est un sujet qui, même la détresse psychologique, c'est quelque chose qui revenait souvent. Puis moi, ce qui m'avait encore comme vraiment permis de le comprendre, c'est quand j'avais lu une statistique, il faudrait que je la retrouve, là, mais qui disait que les mères, les parents d'aujourd'hui passaient plus de temps avec leurs enfants que les parents des générations précédentes. Dans le sens où, tu sais, nos parents, moi, quand j'ai souvenir, des fois, ils jouaient avec nous, mais souvent, on jouait entre enfants dehors. Mais oui, on s'en parle des fois, là. Mon enfance, les souvenirs que j'ai, c'est que j'étais dans le cours, là, puis je jouais dans le cours. Mes parents étaient pas là avec moi. Oui, puis là, les normes parentales ont comme changé. On valorise beaucoup de passer du temps en famille d'une différente façon. Puis, fait que la statistique, c'était que les parents modernes passaient plus de temps avec leurs enfants qu'avant, mais on avait encore le sentiment que c'était pas assez. Puis là, j'ai dit, OK, mais ça l'arrête où, ça? T'sais, puis finalement, je me rends compte que ce sentiment-là que c'est jamais assez, bien, on le vit dans plein d'autres sphères de notre vie. Puis là, on s'était dit à ce moment-là, OK, mais comme entreprise, comme humain, notre but, c'est pas de dire aux familles, OK, aux parents, faites-en encore plus. Genre, parce que ça va juste nourrir, c'est juste rajouter de l'huile sur le feu. C'est souvent le discours du mouvement aussi, de l'activité physique, là, comment je peux en rentrer plus dans mon horaire. Tu sais. Exactement. Puis j'ai fait, OK, mais c'est cette mentalité-là qu'on a en ce moment, qu'on a tous le sentiment qu'on manque de temps, on se couche fatigué, on se lève, on se sent pas régénéré des fois. Puis là, on se fait dire, en plus, OK, là, il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Fais de l'activité physique aussi. Puis là, finalement, ce qu'on se ramassait à faire, moi, c'était ça avant. Je regardais un calendrier puis j'essayais de le remplir le plus possible puis de l'optimiser. Puis là, j'étais comme, OK, si je veux bouger, il faudrait que j'y aille avant de commencer ma journée. Fait qu'aller faire du jogging à 6 h du matin. J'étais comme, je pourrais peut-être en faire en après-midi s'il y a du yoga au travail. Puis là, le soir, genre. Puis c'était à peu près ça. Puis c'était stressant parce que t'es tout le temps sur la go, tu sais. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il
une façon de gérer ça, en fait, c'est il faut absolument choisir. On peut juste pas, faut accepter qu'on peut juste pas tout faire. Mhm. Puis choisir, éliminer des choses de son horaire. C'est vraiment difficile parce que ça nous ramène à dire quel genre de vie on veut, puis c'est quoi nos valeurs. Ouais. Dire non à quelque chose. Ouais. Ouais, ça en dit long sur qui on est. Absolument. Puis quand on pense que notre valeur, c'est d'être une Wonder Woman, d'être Superman. C'est comme c'est souvent l'image qui revient, là, de dire les super mamans là, qui ont besoin de tout faire. Mais j'ai réalisé que nous, on n'a pas d'enfants, mais j'ai quand même en moi aussi ce sentiment-là. Puis je pense que c'est propre à notre génération. On est une génération où on a énormément de choix devant nous, puis on devient anxieux parce qu'on doit choisir. Oui, puis on voit beaucoup ce que les autres font aussi là, par les réseaux sociaux, les outils comme ça. Ce qui nous fait, tu sais, si, je sais pas, je suis quelqu'un qui lit plein de livres, ben, je me sens mal si je lis pas plein de livres moi aussi, tu sais, pourquoi lui est capable, pas moi? Ouais. Moi aussi, je vais faire l'activité. Moi aussi, non, puis être social, puis tout. Là, tu vois Pinterest, c'est comme moi aussi, mes gâteaux d'anniversaire devraient être super comme féeriques, puis là, on dirait que tout devient comme vraiment pour être amélioré, puis on sent qu'on n'en fait jamais assez, puis on est face, c'est comme notre génération, c'est plus un problème de survie, de stress de survie, là, mais c'est cette peur-là, le fear of missing out, de sentir qu'il y a des gens qui ont une vie qui est plus chargée que la nôtre, puis qui réussissent mieux, tu sais. Puis finalement, très, très tôt dans Renard, le slogan qui avait émergé qu'on voulait, c'était le retour à l'essentiel. Parce qu'on se rendait compte que, tu sais, si on proposait à des parents certaines activités, on voulait expliquer de manière pratico-pratique comment faire certaines activités. Puis on se rendait compte que l'important, c'est de dire, c'est pas que justement ton auto soit tellement bien pacté que c'est comme un beau Tetris, puis que tu arrives en camping puis que tout ce qu'il faut, là. L'essentiel, c'est le moment passé en famille. C'est pas de savoir est-ce que tes souliers de hiking, des bottes valent 200$ puis que c'est les meilleures bottes sur le marché en ce moment. L'essentiel, c'est le moment en famille. Puis Priscilla était très comme ça. C'est là l'esprit du renard que, tu sais, ça l'oublie les couches de son bébé, là. Puis c'est déjà arrivé. Elle est venue chez nous, là, elle avait pas son sac pour son bébé. Fait que j'étais allée à la pharmacie, j'étais allée acheter des couches à côté de nous. Puis pour elle, c'était ça, genre, c'est pas grave. Je pense que toi, tu y ressembles là-dessus. Un peu, peut-être un petit peu, t'aimes plus improviser. Ouais. Je suis pas un bon planificateur. Mais j'improvise bien. T'es un bon improvisateur. Oui, exactement. Fait que là, on se dit, OK, l'essentiel. Puis ça, je trouve que tu dis bien, de dire le retour à l'essentiel, c'est le retour au moment aussi. Là, que l'essentiel, ça devient le moment qu'on passe en famille ou en couple ou seul même, mais c'est le retour au moment. Oui, puis d'éliminer comme le bruit autour, tu sais, de devenir tellement stressé. Puis moi, ça aurait été mon genre, là, parce que ma glacière n'est pas assez pleine, puis comme... C'est peut-être pas assez de glace. Non. Puis de se rappeler, non, l'essentiel, c'est le moment en famille, tu sais. Puis l'essentiel est subjectif, il y a ça aussi, parce que quand on arrivait à des propositions de trucs pratico-pratiques, quand c'était le temps, mettons, de dire comme aux gens quel équipement tu as besoin, c'est quoi les essentiels pour faire cette activité-là? Bien, si tu veux faire du ski, tu sais, comme un manteau d'hiver, c'est essentiel. Tu sais, il y a des choses que c'est clair que c'est essentiel si tu fais un sport d'hiver et tu veux pas geler, tu sais. Mais après, il y a vraiment une zone grise où il y a beaucoup de choses que c'est très personnel, tu sais. Que ça peut être superflu pour quelqu'un, puis, comment dire, nécessaire pour quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que quand on s'était rendu de dire, c'est quoi les essentiels pour cette activité-là, nous, on portait tu sais, on tranchait, là, on disait comme on pense que ça, c'est le minimum, mais vous pouvez acheter plus, vous pouvez avoir moins, tu sais. Puis on l'avait vu, on était allé à une course pour enfants, je pense que c'était à Tremblant, organisée par MEC. Puis la course durait réellement, là, je pense, 4 minutes. C'était pour des jeunes enfants. Les parents couraient avec leurs enfants. Puis il y a une petite fille, là, elle avait des bas de compression, puis une sleeve, je sais pas comment on appelle ça, là, comme un full kit de course. Un full kit de course. On faisait ça comme ça. Puis je suis sûre, tu sais, qu'il y a des enfants, ils auraient pu faire la course nu-pied en bobette. Tout nu. Là, tu regardes la scène, tu te dis... Moi, je trouve que c'est superflu, là. Tu te dis pauvre. Puis, tu sais, il y avait des parents, là, que quand l'enfant tombait, là, ils leur disaient « Ah ouais, repars, là, du côté... » Tu sais, on aurait dit comme une course olympique, genre. Puis là, nous, on s'était dit « OK, je pense que c'est superflu. » Mais en même temps, après, tu y repenses, tu te dis peut-être que le parent adore faire les sports d'endurance, puis là, la petite fille, elle veut ressembler à son père, puis c'est full important. Puis pour elle, là, avoir des bas comme papa, c'est full important, puis ça devient un essentiel. Puis au contraire, pour quelqu'un, ça serait complètement superflu. En tout cas, bref. Fait que j'ai commencé à réfléchir à dire comment on décide dans la vie. Ce qui est essentiel ou non. Ce qui est essentiel si c'est ou non. une zone grise. Si c'est vraiment une zone grise.
Puis à ce moment-là, je dis, ça fait plusieurs années, mais le minimalisme est comme une philosophie qui se prononce justement sur de réduire nos possessions parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont superflues. C'est plus... c'est là que... Là où l'essentialisme, c'est plus qualitatif, le minimalisme, c'est plus quantitatif, j'ai l'impression, parce que ça remet pas... le but, c'est peut-être d'avoir un livre. C'est pas de... Je sais pas comment dire, mais c'est de réduire le plus possible, puis rien d'avoir de superflu. Mais il y a des items qui peuvent être dans la catégorie superflu, mais qui sont essentiels. Émotionnellement ou de façon... Ouais. C'est que le minimalisme poussé à l'extrême, ce que j'avais entendu en parlant avec un ami, il me disait « Ah, je suis un gars, là, il y a 50 choses. Tout ce qu'il possède dans la vie, c'est 50 choses. » Puis là, j'étais comme « OK, c'est boxeur, son linge, tout. » C'est 50 items, tu sais, ce qui est vraiment, vraiment peu, là, quand tu y penses, là. Puis il était comme « OK, je vais essayer, genre. » Puis là, après ça, j'ai repensé, je trouvais ça quand même cool. J'étais là « OK, c'est un bon défi. » Mais je me disais « C'est-tu ça le but de la vie, juste avoir 50 choses? Genre, est-ce que, pourquoi pas 75, puis pourquoi pas comme 13? » Genre, c'est juste arbitraire comme chiffre, genre. Fait que là, ça revient encore une fois à un jugement de valeur, finalement, de dire qu'est-ce qui est essentiel, puis t'étais à bench. Je sais pas si tu veux rapidement dire pourquoi t'étais à bench, mais... Ben ouais, on en a discuté dans d'autres lives, les premiers lives qu'on a fait, mais j'ai habité à Banff pendant 1 an. Je travaillais dans un magasin de photos là-bas, Banff Photography, pour ceux que ça intéresse, mais je suis pas sûr que ça existe encore. Mais c'était sur Banff Avenue. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés officiellement, je pourrais dire. Oui, ben on s'est rencontrés avant, mais je suis allée le voir à Banff. Ouais. Puis on hikait, puis je sais pas pourquoi ce moment-là nous a marqués, mais Vince est ultra minimaliste, il n'y a vraiment pas beaucoup de belles. Je pense que c'était sûrement juste 50 choses. Probablement dans la tente en ce moment. Sans se forcer. mais on parlait justement, puis j'étais là, OK, le minimalisme, ça m'intéresse, là, parce que je me considère quand même assez minimaliste. Là, j'essaie de me départir de beaucoup de choses, puis déjà, au lieu d'essayer de vouloir plus grand dans l'appart, on réfléchit toujours à dire plus créer de l'espace en se débarrassant de certaines choses, mais j'étais comme, il y a vraiment une zone subjective, puis c'est plus de dire qu'est-ce qui est essentiel pour toi. Puis j'ai dit, c'est comme il faudrait que ça soit une philosophie comme essentialiste, l'essentialisme. Ouais. Puis j'étais comme, oh ouais, OK, je vais checker ça, genre. Puis là, plus tard, j'avais googlé essentialisme, je me disais, c'est tellement, comme, ça ferait tellement du sens, genre. Ouais. Puis finalement, j'ai trouvé un livre, je pense, sur le sujet. C'est lui. Bref, voici toute l'histoire de qu'est-ce qui m'a amené à ça, finalement, c'est de dire, c'est quoi une philosophie de vie où finalement, le but, c'est de trouver l'essentiel. De dire, je me sens surchargé en ce moment. Puis le minimalisme, c'est de décharger le plus possible, mais il y a comme un juste milieu. De où t'arrêtes. De où t'arrêtes, ouais. Qu'est-ce qui est essentiel? Ça. Parce que je me disais, des fois, quand je poussais à l'extrême mes réflexions minimalistes, je me disais, est-ce que l'aboutissement de ça, c'est de retourner vivre en forêt avec une tente ou quelques items? Genre, comme pourquoi est-ce que tout le monde n'arrive pas là, finalement? Comme une espèce de tu sais, le retour à l'essentiel dans le sens le retour à notre vie comme en nature, tu sais. Là, c'est de dire, OK, ben il y a certaines personnes qui vont dire, ben non, c'est pas ça le retour. Il faut accepter que l'humain moderne vit dans des villes, puis que c'est aussi l'avenir d'empiler des gens parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour nous accueillir, tu sais. Fait que là, t'es comme, finalement, ça devient juste un débat de valeurs. Ouais, puis, ben, comme peut-être qu'on s'écarte un petit peu, mais tu sais, l'être humain aime ça quand il y a du meaning associé aux choses, je pense. Là. Puis, je pense parce que dans le décor en ce moment, juste derrière nous, c'était pas prévu, c'est de l'improvisation. Mais je vois ça, qui est une boîte de tabac avec des dominos dedans. Puis, tu sais, ça paraît, c'est vraiment pas essentiel, mettons, d'avoir ça chez soi. Mais ça vient du grand-père à Marc-Claude. C'est une boîte de tabac qu'il a fumé. Malheureusement. Malheureusement. Puis des dominos qu'il utilisait, que toi, je pense que tu as des souvenirs de ces dominos-là. Ben, je me rappelle plus du tabac que des dominos pour être franche, parce que le domino, c'est pas le jeu qu'on a joué le plus. On joue beaucoup aux cartes, mais effectivement, il y a des objets qui ont pas de valeur objective, dans le sens que je peux pas revendre ça. Ça n'a pas de valeur monétaire. Ça. Objectivement, je peux pas argumenter. Mais émotivement, ça a de la valeur. Puis c'est correct aussi d'aimer certains objets pour les histoires que ça représente. En tout cas. Mais c'est la même chose, finalement, on se rend compte, parce que le minimalisme, c'est beaucoup dans les objets, mais c'est la même chose, on s'en rend compte avec nos pensées. Il faut se débarrasser de ce qui est superflu. Avec nos pensées, avec nos engagements dans la vie, dans tout ce qu'on essaie de jammer dans un horaire,
ce qu'on applique avec nos possessions matérielles, on s'en rend pas compte, mais c'est ça qui, d'avoir trop de choses, trop d'engagement, de penser qu'il faut tout avoir, tout réaliser, c'est cette énergie-là qui fait que on a l'impression que nos agendas débordent, comme notre garde-robe peut déborder, tu sais. Puis, bref, c'est ça, tu sais, fait que si on revient au livre, Oui, on revient au livre. Une fois que j'ai acheté, j'ai réalisé, OK, ce gars-là a créé un cadre un peu conceptuel, une espèce d'approche pour trouver ce qui est essentiel puis agir sur sa vie en conséquence. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'il ne parle pas d'activité physique spécifiquement, mais je me rends compte que c'est comme une méthodologie, une façon de vivre qui peut être appliquée à chaque sphère de vie, puis ça fait vraiment, vraiment du bien. Ouais. Voilà. Fait que, c'est ça. Avec Renard, on se rend compte, vous allez nous voir, on aime vraiment explorer des choses. Hein? Comme on aime exploser les thèmes. Mais on s'est rendu compte, on ne veut pas, encore une fois, juste jeter de l'huile sur le feu, sur ce sentiment-là qu'on a toute peur de ne pas en faire assez. On s'est dit, oui, il faut montrer plein d'options. Oui, il faut montrer, voici, il y a tellement de choses nice à faire et à découvrir. Mais éventuellement, il faut aussi choisir. C'est ça. Il y a un univers de possibilités, de façon de bouger puis d'intégrer le mouvement à son quotidien. Mais ultimement, il faut choisir. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui. Quand on présente, genre, notre rêve, c'est de créer cet atlas-là du mouvement, on présente des milliers d'activités. Mais le but, ça sera ça jamais de vous dire, vous devez toutes les faire. Nous-mêmes, on ne les fera jamais toutes. Là. C'est pas ça le but. C'est de dire, voici tout ce qui existe. Puis parce qu'il y a énormément de possibilités, ça veut dire que là-dedans, il y a assurément quelque chose qui peut vous plaire. Puis c'est à vous, après ça, de décider qu'est-ce que vous aimez. Parce que nous, on n'est pas là pour vous dire que le acquis, c'est meilleur que le ballon chasseur ou que les sports d'expression corporelle. Tu sais, finalement, c'est de dire, il y en a tellement, tout le monde peut y trouver son compte pour différentes raisons. Puis finalement, la quête, c'est une quête individuelle, chacun de nous, de trouver qu'est-ce qu'on aime, puis de le faire, genre, tout simplement. Puis que c'est ça qui redonne du sens à nos mouvements, c'est qu'on finisse par mettre le doigt sur des activités qu'on aime, qu'on comprenne pourquoi, que ce soit aligné avec nos valeurs puis notre style de vie, tout simplement, tu sais. Fait que, ouais. Si on va au livre, maintenant. Oui. C'est drôle parce que quand on a commencé le club de lecture, on s'est dit, hey, ça serait cool de chaque livre diviser en 3 grands concepts, regrouper en 3 grands concepts. 3 idées clés. 3 idées clés, puis partager ces 3 idées clés-là à travers les vidéos et des fiches qu'on a sur le site web. Puis ce livre-là est découpé comme ça. Ce qui montre que justement, il a peut-être fait le travail aussi de son côté, de dire c'est quoi l'essentiel de mon propre livre? C'est quoi l'essentiel de l'essentialisme? Qui est quand même drôle. Fait que on l'a lu en 2007, mais je le réalisais, puis je me rends compte que la force définitive de Greg, je ne vais pas dire son nom de famille parce que j'ai la misère à le prononcer, mais McKeown. Greg McKeown. Sa force, définitivement, c'est d'avoir pris plein de concepts séparés qui sont super populaires en ce moment dans le monde de la gestion du temps, du management, du leadership, du loisir. Comme, il a pris plein de concepts comme éparpillés, puis il les a regroupés dans un cadre super cohérent puis bien ficelé. Ça, c'est sa force. À le relire, j'ai réalisé que les exemples qu'il donne, je les ai lus dans un livre, je les ai lus dans un... Tu sais, c'est comme tous des exemples, mettons, avec Pixar, des choses que si vous lisez énormément de livres de gestion, d'affaires de même, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Mais en fait, c'est correct. Tu sais, pour moi, la force du livre, le focus, c'est de dire, OK, ce gars-là a réussi à mettre la théorie du flow en parlant de jeu, en parlant de focus, en parlant de courage, comme, tu sais, Brené Brown en parle. Mais lui, un de ses chapitres, c'est sur ça. Tu sais, fait il a réussi à tout regrouper ces concepts-là en ce moment qui sont tous populaires, qu'il y a des gens qui dédient leur vie. Lui, il a écrit un chapitre sur un truc, là, simplement, mais il y a des gens qui, leur carrière est basée sur ce concept-là qu'il a regroupé, lui, dans un grand cadre. Fait que ces 3 idées clés, les 3 parties de son livre, en fait, c'est, premièrement, c'est ça, de dire, la première partie, c'est de définir c'est quoi l'essentialisme. Puis après, c'est la méthode pour y arriver, genre. Fait que c'est 3 parties. C'est faut explorer. Après, il faut éliminer des choix. Fait qu'il faut ouvrir notre esprit puis essayer plein d'affaires. Mais après, il faut, au contraire, éliminer puis choisir. Puis finalement, la 3e idée, c'est qu'il faut exécuter. Fait qu'il y a comme explorer, éliminer, exécuter. Je pense qu'il trouvait ça cute que ça commence par 3 E, là.
Fait que c'est ça, c'est d'explorer, de choisir, là, d'éliminer, puis après d'agir, genre vraiment sur ce qu'on a trouvé qu'on aime. Là. Ouais. Puis en relisant, moi, ça l'a vraiment résonné. Je faisais des dessins avant de commencer dans mon petit cahier. Vince me demandait c'était quoi ça. Fait que c'est comme un losange ou un diamant couché. Puis, puis il y a une barre verticale pointillée qui sépare ça en deux. Puis, en fait, c'est que j'ai enseigné à HEC la créativité et l'innovation pendant 3 ans. Puis, j'ai réalisé que la méthodologie Greg, ce que j'adorais, c'est que ça résonnait énormément avec comme des notions de base du design thinking. C'est-à-dire, pour être créatif, il faut une phase, comme c'est la première partie du losange, là, où on ouvre les perspectives. Ouais. Puis on appelait ça la pensée divergente. Fait qu'il faut briser les schémas mentaux qu'on a, puis nos habitudes, puis il faut ouvrir le champ de vision, puis Puis c'est là où il y a des gens qui sont full à l'aise de générer des idées, puis qui sont bons dans le flou, puis il y a des gens qui détestent ça. De remettre les choses en question, puis de fouiller, puis ça, parce qu'à un certain moment donné, tu sais plus jusqu'où t'arrêtes, genre. Ouais. Puis il y a une autre partie où, une fois où on a rassemblé plein d'informations, puis on a brassé la cage, ben là, il faut s'amener à converger. Fait que c'est comme les termes techniques qu'on utilisait, c'était la pensée divergente puis la pensée convergente, où là, on commence à éliminer des options, éliminer ce qui est superflu, à synthétiser puis à raffiner notre vision puis à arriver ultimement, mettons, à une solution. Mais tu peux pas faire un ou l'autre. Si tu génères comme juste un peu d'idées puis t'en choisis une rapidement, tu vas peut-être bien l'exécuter, ça va peut-être être tête, mais ça va peut-être pas être pertinent. Si tu explores à l'infini, tu te perds, puis tu peux réellement, comme des fois... Absolument. On dirait que l'image que je vois, je pourrais bien le représenter, c'est la différence entre un fanal, quelque chose qui est clair dans tous les sens en même temps, puis un laser, pratiquement. Ouais. C'est-à-dire comme cette chose-là. Mais tu sais, si tu fais juste t'amuser si tu veux juste pointer les choses avec un laser, oui, tu peux focusser sur ces choses-là, mais tu n'as pas tout exploré ce qui était possible. Si tu restes juste avec quelque chose qui est clair dans toutes les directions, ben tu vas peut-être jamais faire de quoi qui te ressemble ou qui va bien avec toi. J'ai un petit peu la gorge. Ouais, fait que les notions de Greg, j'ai vraiment aimé ça. Puis je pense que la partie exploration, des fois, c'est ce qui va manquer dans certaines expériences, dans de l'éducation, on parle beaucoup quand, justement, on a commencé avec les familles, on s'intéresse beaucoup au domaine du jeu libre puis de l'éducation alternative. Puis on s'est rendu compte que ça résonne énormément parce que ça part souvent de l'individu, de l'enfant comme un humain, comme un être indépendant, intelligent, puis que le rôle d'un adulte, c'est tout simplement de trouver l'étincelle puis de nourrir cette curiosité-là. Puis c'est l'enfant qui peut guider son apprentissage à propos de ce film, puis de le laisser explorer. Parce que c'est cette exploration-là qui nous permet à tous de découvrir qu'est-ce qu'on aime, puis après de choisir, puis de s'engager dans ce qui nous énergise le plus. Quand c'est autodirigé qu'on appelle, je pense. Oui, un apprentissage autodirigé. Puis quand on se fait dire comment choisir, c'est tough de choisir quand on ne sait pas c'est quoi les options qu'il y a devant nous. Fait que c'est vraiment le point de Greg dans la première section, c'est de dire explorer. Il dit, les gens qui sont des essentialistes, il dit, on peut penser que s'ils vont straight to the point puis ils éliminent le superflu, mais oui, ils le font, mais la première étape, c'est d'explorer. Puis justement, un des chapitres est dédié au jeu. De dire, le jeu, c'est pas trivial, même pour les adultes. C'est important de juste s'amuser puis de faire des choses pour le plaisir. Il parle aussi du repos. Tu sais, justement, dans la phase d'exploration, il parle aussi du repos puis de se prendre un pas de recul par rapport à notre vie habituelle pour se poser et réfléchir. Tu sais, l'exploration, c'est pas d'être hyper actif non plus puis de juste, genre, être comme de juste tout vouloir essayer ou faire. Faut aussi se poser puis réfléchir puis remettre des choses comme reconsidérer certaines choses. C'est une danse un peu là, entre l'exploration totale puis le focus total. Oui. Ben, c'est des discussions que moi et Vince, on a souvent sur l'ordre et le chaos. Oui, absolument. Puis je pense qu'on l'a
sais, Renard, 3 ans, je pense, maintenant. Peut-être plus que ça. Puis on l'a beaucoup vécu aussi à travers Renard, là, de dire, OK, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais qu'est-ce qui nous ressemble plus, tu sais? Puis qu'est-ce qu'on veut faire aussi? C'est quoi l'essentiel de ce qu'on veut accomplir? Ouais. Puis l'ordre et le chaos, c'est de se rendre compte que trop d'ordre dans notre vie, ça devient étouffant. Mhm. Puis ma vie, à un moment, c'était ça. Puis j'imagine que c'était la même chose pour vous. J'allais à l'université, tous mes cours étaient structurés, j'étais dans des engagements Mhm. extrascolaires, tout était structuré. Puis là, je m'engageais dans des ligues sportives. Fait que mon horaire, il n'y a plus rien qui respirait, tu sais. Mhm. Puis là, on a pogné la mono pendant 1 an, on a fait la tournée, on Ouais. est revenu à Montréal, tu sais, comme là, en ce moment, c'est complètement l'inverse. Puis avec le confinement, c'est aussi particulier. Mhm. Tout est déconstruit. Il y a comme Ouais. l'horaire est complètement vide. Fait que c'est quand même fou de réaliser qu'en quelques années, nos situations de vie sont complètement les mêmes. Mhm. Puis ça restera pas comme ça en ce moment, ça va revenir à une balance. Mais maintenant qu'on c'est une table rase puis qu'on a fait page blanche, qu'est-ce qu'on veut ramener? C'est ça la question, tu sais. Maintenant qu'il n'y a plus aucun événement social, Ouais. quel événement social je veux ramener dans ma vie après, tu sais? Ouais. Entre autres. Pour nous, est là Ouais. l'opportunité. Ouais. Parce que des fois, quand les choses sont trop structurées, ordonnées, c'est comme une machine Mhm. qui avance. C'est vraiment difficile en roulant de réparer un moteur. Genre, Ouais. tu sais, c'est comme, ou de dire finalement, je veux pas être dans une auto, moi, je veux être la personne à pied qui regarde la nature. Là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment tough dans une grosse machine en mouvement parce que des fois, quand tu changes une pièce, tout change. Hein. En ce moment, c'est la table rase. Mais justement, la partie d'exploration, je pense qu'on peut donner l'exemple concret avec notre maison. Tu sais. Mhm. Si mentalement, notre conception de la maison, c'est un toit, puis c'est là pour se reposer, puis dans un salon, il y a un divan, puis dans Une la chambre à télé. coucher, il y a Ouais. puis maintenant, dans les chambres à coucher, c'est normal d'avoir des télévisions. Si c'est ça conventionnellement, puis que ça peut pas vraiment être d'autre chose, c'est tough d'innover. Mhm. Mais si on dit la maison, ça peut être... On peut enlever un divan, qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Puis on se met à jouer, puis on coupe les pattes de notre table. À partir du moment où on se dit, hey, la maison, la fonction, ça peut être de nous protéger, mais ça peut aussi être d'être stimulante. Puis je peux construire un mur d'escalade pour mes enfants, puis je peux leur permettre de faire du patin à roulettes dans telle section du sol. Comme Mhm. il y a une phase pour innover, puis pour penser, puis pour trouver ce qu'on aime, c'est qu'il faut comme défaire. Ouais, déconstruire. Il faut déconstruire. Il faut étaler les morceaux devant nous, puis les observer et les réarranger, puis éliminer ce qu'il y a de trop. Mhm. Ouais. Fait que justement, l'idée numéro 2, c'est cette idée-là de, après qu'on a exploré puis qu'on a essayé plein de choses, c'est d'éliminer. Mhm. Je sais pas si toi, tu te rappelles-tu comment tu avais découvert Marie Kondo? Oh wow! Comment j'avais découvert Marie Kondo? Je pense que c'est par le biais d'un podcast. Le podcast de Tim Ferriss dans le temps. Je pense qu'il avait fait un podcast là-dessus, il y a peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Mais même là, je suis pas encore sûr. Je sais que peut-être plus à l'époque où j'étais plutôt minimaliste, quand je voyageais beaucoup, je l'avais découvert de cette façon-là parce que c'est quelque chose qui résonnait beaucoup avec le mouvement minimaliste, justement, de faire le ménage dans ce que tu as, dans tes possessions. Mais elle avait une façon différente de le voir où c'était pas juste d'éliminer le plus possible de choses, mais d'éliminer les choses qui t'amenaient pas de joie. C'est drôle à dire comme ça, mais qui embellissaient pas ton quotidien, tu sais. Fait que là, ça devient plus intéressant qu'essayer de minimiser le plus possible les choses que tu possèdes parce que tu peux posséder des choses qui sont inutiles, mais qui te font sentir heureux. Puis ça, tu gardes ces objets-là. Puis il y a des choses où c'est full utile, mais tu t'en sers jamais ou comme, tu sais, mettons un morceau de linge que tu portais quand tu étais full en shape, puis là, tu n'es plus en shape. Puis à chaque fois que tu le vois, ça te rappelle que tu n'es plus en shape. Oui, ça peut être positif dans le sens ça peut devenir un objectif, mais ça peut te drainer aussi beaucoup d'énergie puis beaucoup de bonheur chaque jour de voir cet objet-là. Fait que ça amène cette réflexion-là de dire comment ces objets-là me font sentir, au lieu de dire je fais juste en enlever le plus possible. Ah, ça, c'est vrai, hein? Puis il y a un autre podcast qu'on avait écouté, puis je ne me rappelle plus pantoute c'est qui, mais elle disait justement ça au niveau des engagements puis des projets dans lesquels on est. Il y a des tâches, il y a des choses qu'on va faire qui sont ultra simples, mais qui vont nous drainer. C'est super simple, mais ça nous draine. Puis il y a des choses qui sont très complexes qui nous donnent l'énergie. Fait encore une fois, c'est pas la chose en soi qui définit si ça nous correspond, comme notre niveau de bonheur ou le niveau de les difficultés. C'est toujours comme l'arrimage
entre une chose et nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aime, qui fait que ça va marcher ou pas. Il faut rechercher un certain fit. Puis objectivement, on peut pas espérer que quelqu'un d'autre décide pour nous puis dise objectivement, cet objet est meilleur que cet objet. C'est pas possible. Ben, c'est ça, parce que tu peux regarder la fonction puis de quoi l'objet est fait, mais c'est quoi le sens puis les émotions qu'il y a derrière l'objet. C'est comme un spectre, si on veut. De dire comme quelqu'un d'autre peut dire cette cuillère-là, t'en as pas de besoin, c'est juste une cuillère puis elle est faite en aluminium puis whatever. Mais quelqu'un d'autre peut dire, comme toi, tu peux dire non, mais c'est mon arrière-grand-mère qui m'a légué cette cuillère-là, puis mon père l'utilisait quand il était petit pour manger ses céréales préférées chaque matin. Tu sais, comme plus tu rajoutes du sens, ben plus ça devient un objet important, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis de dire que je pense que pendant longtemps, j'essayais de justifier rationnellement mon calendrier, puis de dire ça, il faut que je le fasse parce que ça va être bon pour mon CV, puis ci, puis ça, puis ça. Puis j'étais incapable de choisir. Puis je pense que ce que j'apprécie de l'auteur du livre Essentialisme, c'est qu'il insiste sur le fait que c'est une illusion qu'on peut tout faire. Puis qu'il faut accepter que notre temps est limité, que nos ressources sont limitées et qu'il faut choisir, puis il y a des trade-offs. Parce que ce à quoi on dit oui ou non, bien, si on dit oui à quelque chose qu'on n'aime pas, ça nous empêche de dire oui à quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Puis apprendre à dire non, puis éliminer des choses, ça libère pour canaliser notre énergie sur ce qui nous fait vraiment du bien. Puis je pense que en le lisant, il ne parle pas de Marie Kondo, mais il fait justement la comparaison avec des possessions matérielles. Comme, c'est la même chose avec notre maison en ce moment. Puis moi, c'est Marie Kondo qui m'a permis de le réaliser, c'est de dire, c'est une experte du tidying up. En français, je ne sais pas comment, on pourrait dire une experte du rangement ou de rendre ça propre, genre. Tidying, c'est comme rendre ça bien tight. En tout cas. Mais moi, c'est ce qui m'avait étonnée, c'est que dans ma tête, quelqu'un qui fait ça, c'est une experte des boîtes puis de comment classer des choses de manière efficace pour que tout rentre dans tes armoires. Puis de trouver des bonnes armoires pour bien ranger les choses. Mais elle, sa méthodologie, c'est de dire non, la première étape, c'est tu mets tout devant toi. Mettons que tu choisis une catégorie d'objets, ton linge, on parle beaucoup du linge, mais tu mets tout ton linge là, qui est dans toute ta maison, tu le ramènes tout dans un tas. Il faut que tu le vois physiquement devant toi. Puis après, tu commences à éliminer puis à départir de plein d'affaires. Puis c'est après cette élimination-là que là, tu vas commencer à trouver une place pour tes objets. Puis j'ai réalisé que moi, je pensais que mon garde-robe, je devais juste mieux le ranger. Pas nécessairement me débarrasser de choses. Puis ça l'a fait un parallèle avec mon anxiété directement. Je pense que je suis anxieuse parce que je suis très sensible, puis je reçois beaucoup d'input du monde extérieur, puis j'aime apprendre, puis j'aime... Fait que j'ai comme un overwhelm d'informations des fois, puis ça me dépasse. Mais je me disais, il faut que je capte tout dans la vie, puis que j'améliore mon processus interne de classer l'information. C'était vraiment ça comme ça que je voyais. Mon cerveau, c'est une machine à trier d'informations. Puis je suis capable de tout percevoir ce qu'il y a dans le monde, mais juste de le classer puis de bien le ranger, genre comme des dossiers sur un ordinateur. Puis ça m'a fait réaliser qu'il fallait, au contraire, qu'il y ait une étape où je filtre puis que je laisse pas tout passer. Puis que, tu sais, je suis vraiment intéressée par l'entrepreneuriat social. Puis à chaque fois que je vois un problème, mon cerveau part puis essaie de trouver des solutions. Mais il a fallu que je fasse le deuil, que j'accepte qu'il y a des problèmes sociaux que je ne pourrai jamais adresser parce que c'est pas réaliste. Comme, j'ai pas le temps. Fait que, tu sais, quand j'entends moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est des trucs comme des espèces animales en voie d'extinction. Puis, tu sais, comme, mettons qu'il y avait les feux en Australie. Puis, tu sais, je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes ressentent, de dire, oh my God, les koalas, mettons, meurent en ce moment. Puis, tu es comme au Québec, puis tu te dis, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis, tu te dis, hey, je pourrais aller là-bas, aider, puis là, finalement, tu fais peut-être un don, mais comme d'accepter, puis c'est ça que l'auteur met vraiment de l'avant dans le livre, c'est comme, il y a un trade-off. Si tu fais un choix, il faut que tu acceptes qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Puis, mais de choisir, ça va te libérer pour te dédier à ce à quoi tu es bon ou ce à quoi qui compte vraiment pour toi. Fait que, ouais, puis c'est ça qui est intéressant. Fait que Marie Kondo amène, de mon côté, c'était l'idée d'élimination, mais comme tu le soulignes aussi,
le fait que son critère de sélection pour éliminer des choses, elle pose toujours à la personne, est-ce que ça t'apporte de la joie ou non? Mhm. C'est pas est-ce que c'est utile ou non, c'est pas est-ce que tu t'en sers souvent ou non, ou combien de fois Ouais. par semaine tu t'en sers. Tu vas avoir un objet que tu n'utilises jamais, mais qui te fait sentir vraiment bien. Oui, oui. Ouais. Puis elle se prononce pas non plus. Elle fait un peu rire d'elle des fois parce que, genre, elle parle aux objets. Moi, je la comprends tout à fait. Là. Mais tu sais, elle sent que les objets ont une certaine âme. Puis je pense que l'âme des objets, c'est l'histoire qu'on leur attribue, puis comment ils nous font sentir. Puis je pense que certaines personnes trouvent que la joie, c'est futile un petit peu, mais en tout cas, j'ai des livres, en fait. J'ai 2 livres en arrière de moi qui parlent de la joie, de Joyful, justement, le fait que la joie, c'est pas une émotion futile, puis il faut le cultiver au quotidien. Mais c'est ça, si vous allez une émission sur Netflix, si vous regardez ces épisodes, vous allez voir souvent quand justement les gens sont complètement overwhelmed, qu'ils ont une méga pile de choses devant eux, puis que des fois, il y a des choses qui sont faciles à éliminer, là. Il y a des objets que, genre, les gens ont moins d'attachement émotionnel. Je me rappelle d'un couple, le gars s'est départi, mettons, de son linge full facilement. Puis là, après, il y avait, mettons, ses vinyles ou ses livres devant lui. Puis là, ça lui prenait des heures parce qu'il n'était pas capable. Parce que pour lui, c'était quelque chose qui avait beaucoup de sens. Ouais. Puis même quand les gens sont super overwhelmed, Marie Kondo, elle va rester à côté d'eux. Puis, tu sais, des fois, les gens s'essayent et disent « Devrais-tu garder ça? » tu sais. Elle se prononce jamais. Elle donne jamais la réponse. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Que comme experte, son rôle, c'est pas de trancher pour les gens, c'est de dire c'est ta décision. C'est de poser la question. Oui. Comment ça te fait sentir? Elle ramène juste cette question-là. Comment ça te fait sentir? Pas est-ce qu'il est en bon état ou pas. C'est comment ça te fait sentir. Puis je pense que c'est un beau switch à faire. Puis c'est drôle parce que quand on parlait avec Marie-Pierre Charette, qui est l'invitée de notre dernier podcast. Oui, c'est vrai. Le podcast s'appelle Célébrer la vie. Marie-Pierre a perdu son père là, 7 mois, puis elle explique comment, justement, de vivre des épreuves difficiles comme ça, ce que ça l'apporte, c'est que ça ramène l'essentiel. Elle dit ça ramène à l'essentiel. Puis il y a quelque chose qui a shifté dans son cerveau où, au lieu de que la petite voix lui dise toujours « je dois faire ça », elle dit c'est plus devenu « je choisis de faire ça ». De ramener le pouvoir qu'on a individuellement à choisir. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une crise pour te montrer ce qui est vraiment essentiel aussi. C'est comme, on en a parlé dans les premiers lives, mais pour avoir été présent lors d'un tremblement de terre, ben, j'ai l'impression que je voyais ce flip-là se faire dans la tête des gens qui ont survécu à ce tremblement de terre-là, que le plus important, c'était plus le scooter de la personne ou... les gens avaient plein d'objets qu'ils avaient perdus, mais l'important à ce moment-là, c'était la famille, puis c'était l'entraide, puis comme il y avait certains objets qui étaient vraiment importants pour eux, puis on le vit aussi, j'ai l'impression, avec la crise du moment qu'on vit, qui n'est pas la même chose, mais que c'est plus dans les événements, puis dans les activités qu'on fait au quotidien, puis même dans les commerces qu'on fréquente, puis des choses comme ça, qu'on se dit, OK, mais maintenant que je peux plus ou que je perds ça, c'était-tu essentiel? Je veux-tu le réintégrer dans ma vie après? Quand on te les enlève de force, au lieu que tu aies à les enlever toi-même, c'est intéressant parce que ça te force à faire l'exercice, tu sais. Ouais. Puis, comme on dirait que le gouvernement a mis une étiquette, là, il a dit, tu sais, moi, je trouve ça drôle quand il parle des commerces non essentiels, puis je trouve ça un peu triste parce que, oui, on est dans une société où ce qui est essentiel, bon, ça va être la santé puis la bouffe, ça fait le même, mais quand on n'est pas en situation de crise, cette délimitation-là est complètement arbitraire là, de ce qui est essentiel et non essentiel. Puis, tu sais, je veux dire, dans le monde de la culture puis des arts, il y a un argumentaire à faire. Puis, dans le monde de l'activité physique, non, bouger, c'est essentiel parce qu'à long terme, si on ne bouge plus, si on fait plus d'activité, puis si on n'est pas en santé, il y a d'autres problématiques qui vont émerger. Fait que c'est vraiment comme... En ce moment, c'est drôle parce que l'étiquette est ressortie. C'est vrai. Ça, c'est essentiel, ça, c'est non essentiel. Ouais. Mais on est tous d'accord qu'après le confinement, comme... Justement, quand on parle de la portion explorée, là, puis de shaker les affaires, puis de déconstruire, là, on est dans une situation où tout le monde mondialement, ça a déconstruit nos routines. L'étape numéro 2, c'est qu'on va commencer à remarquer, finalement, ça, je veux-tu le garder ou pas? Puis on commence à raffiner peut-être clarifier nos valeurs, ce qu'on aime. Ouais, c'est intéressant. Puis moi, le chapitre, j'avais comme plié les coins du livre, puis je me rends compte que tous les chapitres ou les sections que j'avais marquées à cette époque-là, la Marc-Claude de v'là 3 ans, moi, ce qui m'avait marqué du livre, c'était d'apprendre à dire non.
Je sais pas, on en parlait tantôt. Toi, tu te rappelles-tu quelle section du livre t'avais marqué plus? Parce que toi, t'as pas vraiment de problème à dire non dans la vie. Là. C'est pas... Ben, là où j'ai de la difficulté des fois, c'est drôle parce que c'est arrivé un peu ce matin, puis on n'a pas reparlé quand... On n'a pas parlé après que ce soit arrivé, mais j'aime ça partir des projets, puis travailler, peaufiner des idées. Puis c'est drôle parce qu'on marchait ce matin dans le parc Jarry, puis on a réalisé qu'il y avait un potentiel pour les cordonniers. Qu'on se disait, OK, mais tu sais, en ce moment, c'est un peu... On dirait que ça s'en va nulle part, le métier de cordonnier, puis on dirait que ça va mourir un peu comme profession, mais tu sais, veux pas, on va continuer à porter des souliers, puis on va continuer à... Plus on va devenir écologique, si on veut, plus on va vouloir réparer nos souliers. Fait que tu sais, c'est loin d'être mort comme profession, mais c'est mort dans le sens où il y a personne on dirait, qui drive ça avec passion, puis dire comme, je préfère du contenu en ligne sur le métier de cordonnier, je pourrais faire des reviews de souliers pour voir lesquels se réparent le mieux. Puis là, on en parlait, puis dans ma tête, on dirait que ça déboulait de comme « puis là, ça, c'est ça. » Puis là, ben moi, je pourrais le faire, je pourrais devenir cordonnier. Puis là, j'ai toujours cette petite voix-là dans ma tête qui passe sur des bulles comme ça. Puis c'est dans ces moments-là qu'il faut que je me dise, puis c'est dans ces moments-là que je pense à ça, parce que c'est vrai que je suis pas vraiment... Dans le matériel, je suis très minimaliste, là, mais dans les projets, si on veut, il faut que je me calme souvent pour dire non, l'important, c'est Renard. Comme c'est le projet que je veux pousser loin en ce moment. T'sais. Puis moi, il faut que j'apprenne à dire non à des projets. Ce qui est particulier. Mais ça m'arrive fréquemment comme. En tout cas, je pourrais donner plein d'idées de projets que j'ai comme peaufiné pendant une journée complète pour me dire non, calme-toi, Vincent, tu le feras pas ce projet-là. Tu as un autre projet plus important, il faut que tu te concentres là-dessus. T'sais. Fait que c'est pas dans les objets, c'est plus dans un monde abstrait, si on veut, d'idées, puis de concepts, puis de création, de contenu, si on veut. Fait qu'il faut toujours que en tout cas, mais je le vis plus comme ça, tu sais. Fait que mais le chapitre du livre qui m'a le plus marqué, ça, c'est une bonne question. Mais c'est intéressant pour bondir sur ce que tu es en train de dire, là, au niveau des idées, là. C'est quand même drôle qu'on crée une archive vivante. Là. Moi, j'étais un enfant un peu collectionneuse, là, comme j'aimais puis bien ranger mes Barbies, mes poupées, puis comme j'aimais avoir des petits objets, puis bien les trier. Puis je me rends compte que finalement, nous, on veut œuvrer dans le monde des idées, mais que sur le web, on veut justement recréer cette archive-là où on va prendre plein d'idées puis bien les classer pour que quelqu'un d'autre puisse naviguer dans ce répertoire-là d'idées, mais que justement, une façon d'assumer le fait qu'on aime des choses qui sont bouillonnantes puis d'explorer, bien, notre délimitation, c'est le mouvement, puis même des fois, ça attire un petit peu plus au style de vie puis au bien-être. Tu sais, on joue un peu avec les frontières, mais on essaie de se garder au mouvement, puis pas nécessairement de parler, mettons, d'alimentation, de bouffe, quoi que ce soit, parce qu'il faut se contenir, parce que nous, notre problématique, c'est, je pense que l'ennui, c'est pas une émotion qui nous habite. Non. On a plus d'idées que, moi, c'est chaque jour, il faut que je fasse le deuil de tout ce que je peux pas faire. C'est d'accepter. C'est comme ça. Pour elle, là, c'est comme, il y a 24 heures, comme, ça, je vais pas apprendre le japonais aujourd'hui, je vais pas apprendre à coudre mes propres robes aujourd'hui. Comme, en tout cas. Mais... oui, je te comprends. Puis c'est vrai que nous, c'est un apprentissage que moi puis Vince, on a dû faire parce qu'on adore explorer. Je pense que c'est la phase qu'on préfère le plus. Quand c'est le temps de synthétiser puis de se dire, OK, là, ça finit là, on écrit un article. Il y a une partie de souffrance qui arrive parce que d'une part, parce que c'est tough intellectuellement, mais aussi parce que c'est comme notre terrain de jeu, là, c'est plus d'ouvrir les perspectives. Ouais. Puis pour donner un exemple concret, avec le lit, on a couvert dans le dernier live dormir par terre. Ben, une partie de ma semaine, c'était d'aller chercher de l'information pour comprendre comment l'humain préhistorique dormait. Fait que là, j'étais allée poker Martin Lemny puis il me donnait full des références intéressantes. Après, tu te dis, depuis quand le livre existe? Fait que là, tu commences à explorer du côté de l'anthropologie, de l'archéologie, de l'histoire. Après, tu vas voir sur des sites de touristes, de gens qui ont vécu au Japon pour comprendre comment les Japonais dorment. Puis là, tu commences. Puis là, tu tombes dans une roue de... Ça te mène à une chose puis une autre. Puis moi, j'adore ça. Mais je passerais comme j'arrêterais juste jamais. Fait qu'il faut s'arrêter parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un beau petit article puis tu partages, en tout cas. Mais c'était justement ça, comme
quand l'auteur parle d'apprendre à dire non, c'est ça qui me fait remarquer aussi, c'est que faut dire non à ce qui ne nous énergise pas. Ce qu'on n'aime pas, il faut l'éliminer. Des fois, c'est tough parce qu'on prend des engagements envers d'autres personnes, des fois pour ne pas leur faire de la peine, mais ça ne nous fait vraiment pas du bien. On le sent que ça ne nous fait pas du bien. Il faut se départager de ça. Mm-hmm. Mais il y a un autre défi, puis c'est de dire non à des choses qu'on aime. Puis ça, c'est aussi difficile. Mm-hmm. Parce que, justement, il dit qu'il va falloir dire non à des opportunités vraiment, vraiment intéressantes. Puis c'est là que ça devient... Il faut être vraiment clair sur c'est quoi nos valeurs puis c'est quoi qu'on veut accomplir. Puis c'est là que apprendre à dire non, c'est apprendre qui on est, Ouais. ultimement, là, puis ça devient deep un peu comme exploration, comme, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, à chaque fois que tu dis non, il y a des choses que c'est facile de dire non, t'sais. Il y a des choses que... Mais plus tu t'approches de la frontière de quitter, si tu veux, plus ça devient difficile de dire, oh, cette chose-là, c'est un gros... C'est comme un oui, mais est-ce que c'est un plus gros oui que les autres oui que j'ai déjà? Puis là, ça devient difficile. Ouais. Fait que tu sais, si on prend l'exemple du linge, tu sais, puis on imagine une méga pile de linge devant nous, il y a des choses, ça prend le bord assez vite. Il y a des choses que c'est des oui rapidement. Mm-hmm. Puis en général, on a un gros tapon de choses que c'est... Je sais pas. Il y a des gens qui vont dire, si c'est un peut-être, tu t'en débarrasses, mais après, ça reste personnel. Là. Mais c'est la même chose avec nos engagements. Toutes les choses qui sont dans notre calendrier, là, auxquelles on a dit oui. Les implications bénévoles, les projets au travail, les jeux avec la famille, tout ça, là. Si on met tout ça en tas, là, on l'enlève de notre horaire, là, c'est plus le jeudi matin, c'est juste un engagement, on le met en tas devant nous. Mm-hmm. Puis qu'on a ça devant nous. Après ça, qu'est-ce qu'il y a un oui automatique? Qu'est-ce qu'il y a un non, on ne veut plus faire ça? Puis qu'est-ce qui est le milieu bizarre, que c'est un peut-être ou que c'est j'ai vraiment envie, mais je peux pas. Il faut que j'accepte que c'est pas le projet de vie central auquel je me dédie. Puis un autre comme déclic que j'avais eu, c'était en regardant, c'était un TED Talk sur le choix, comme l'art de choisir. Puis la femme, elle expliquait que le choix, c'est entre deux options qui sont différentes, mais de valeur équivalente. Puis c'est ça que c'est difficile. Elle dit, si tu as une option qui est excellente puis qu'il y en a une qui est vraiment mauvaise, c'est facile de choisir, là, à moins que... En tout cas, c'est facile de dire, mais non, objectivement, ça, c'est clairement meilleur. Ouais. Mais un choix qui est réellement difficile, c'est quand tu as deux options devant toi, sont différentes, mais objectivement, c'est impossible de démontrer qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Puis là, ça nous renvoie à notre système de valeurs, puis il y a juste nous qui peut trancher. Fait que, comme tu dis, ça renvoie à qui on est, puis il y a un niveau, les valeurs, que ça se justifie pas. On dirait que j'essayais de justifier pourquoi j'aime mieux être tout seul à lire un livre puis boire un thé que d'aller à un party avec des gens. J'essaie de le justifier. Mais tu peux pas, c'est ça, ça devient comment tu te sens. Comment tu te sens. Puis quelqu'un d'autre peut pas, comment dire, tu peux pas raisonner quelqu'un ou avec la logique lui expliquer quelque chose qui est un ressenti, là. C'est dans le sens où chaque personne réagit différemment aux choses qui arrivent dans sa vie, aux objets, ou comme... Fait que ça devient très personnel, tu sais. Il faut que tu acceptes le fait qu'il y ait des gens qui te comprendront jamais aussi dans tes ressentis. Absolument. Ouais, j'ai des amis extravertis que c'est comme... C'est impensable de rester tout seul à la maison. C'est presque pathologique là, de vouloir être tout seul autant. Marc-Claude est dépressive. Parce qu'elle veut pas sortir de chez eux. Mais Marc-Claude est heureuse en ce moment. À lire son livre puis à côté d'une chandelle. Mais toi, tu assumes vraiment bien le fait que tu es quelqu'un de solitaire. Moi, ça m'a toujours torturée. Puis je pense qu'un livre comme ça m'a torturé aussi. Ça m'a torturé plus quand j'étais obligé d'être dans des contextes sociaux, c'est-à-dire, mettons, à l'école ou à l'université, ou quand c'était social, puis que j'étais obligé d'être dans ce contexte social-là. Je me disais que c'était mieux d'être quelqu'un de social aussi. En tout cas, j'ai déjà été déchiré par ces choses-là aussi, mais maintenant, je l'assume très, très bien. Ouais. Moi, c'est un apprentissage. Justement, j'ai écrit comme exemple dans mon cahier de notes. Il y a un party en question,
qui était dans un bar à un coin de rue de chez nous. Mhm. Puis pendant 3 jours, je me sentais... Ça fait 2 ans de ça, là. Pendant 3 jours, je me sentais pas bien. J'étais pas capable de dire aux gens si j'allais être là ou pas. Jusqu'à la soirée même, je me disais, je devrais juste aller dire coucou, tu sais, juste pour pas... Puis moi, je me rends compte que mon raisonnement, c'est que je voulais pas que les gens pensent que je les aimais pas, genre. Mhm. Puis là, ça m'a torturée, puis le lendemain, je me sentais encore coupable de pas être allée. Puis là, j'ai fait, ça suffit, là, tu peux pas te rendre malade. Mhm. Puis là, j'ai réalisé que mon besoin, c'est de témoigner aux gens que je les aime. Puis j'ai dit, moi, ça me rend malheureuse d'aller à des parties comme ça. Mais si mon besoin, c'est de dire aux gens que je les aime, je peux le faire différemment. Fait que justement, j'avais écrit des messages individuels à certaines personnes pour dire qu'est-ce que j'aimais d'eux, pourquoi je n'étais pas là, mais que je les remerciais d'avoir fait cet événement-là. Puis ça l'avait comme... J'avais trouvé une façon de répondre à ce qui est important pour moi sans sentir que je renie... Mhm. Tu sais, puis que je brime mon bonheur, genre, comme pour... En tout cas. Oui, puis ça stand out vraiment plus. Je veux pas, quand tu fais des choses qui te représentent vraiment bien, tu stand out plus dans les choses. Comment dire? Tu sais, je suis pas mal sûr que tu es la seule personne qui a fait ça, cette soirée-là. Il y a plein de gens qui sont allés parce qu'il y en a que ça leur tentait, il y en a peut-être que ça leur tentait moins, mais qui disaient tout le monde fait ça, fait que si je vais pas, je fitterai pas, ou tu sais, je sais pas trop, mais là, quand tu as pris le temps d'écrire aux personnes des messages personnalisés, ben là, ça se stand vraiment out, puis c'est vraiment Marc-Claude, de faire ce genre de choses-là. Puis toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup d'humour, fait que j'essaie de tourner ça en humour, puis là, j'essaie maintenant de faire la joke. Moi, je suis la fille de brunch, genre, tu sais. Ouais. Que même, tu sais, je niaise, puis je dis, mon mariage, là, ça va finir à midi, tout le monde s'en va chez eux. Tout le On monde fait un brunch. On mange des œufs, du bacon, après, c'est fini. c'est fini après. Puis maintenant, je le dis, comme si les gens m'invitent à des trucs en soirée, je commence à dire, après 7 heures, ça va être non. Je sors pas de chez nous, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, ben, c'est les gens comme, ben, l'acceptent ou peut-être l'acceptent pas, je sais pas, tu sais, mais comme c'est pas personnel à eux, c'est non, juste... c'est ça, puis il faut juste être honnête là, dans ces moments-là aussi, de dire comme, si t'avais dit « Ah non, je vois un autre ami », puis là, ça crée on crée nos démons aussi un peu, là, de dire comme, si la personne à qui t'as dit non découvre que finalement t'as rien fait cette soirée-là, t'es resté chez vous, ben là, ça torture cette personne-là, c'est sûr, tu as menti, puis mais là, si tu passes quand même pas. Fait que là, ça peut dégénérer, genre, mais juste de dire, j'ai besoin de me reposer ce soir, j'apprécie vraiment que tu m'invites, mais je vais rester chez moi, puis je pense que je vais lire ce livre-là que je te conseille, by the way. Là, c'est comme, OK, ben, c'est cool, ça. Juste d'assumer qui on est, puis de dire... Puis il en parle, de dire, apprendre à dire non de manière ferme, mais... Il parle gracefully, comme gracieuse. Genre. Pas être un asshole non plus. Non, c'est ça, de pas être ghoster. Pas de ghoster les gens, mais de pas mentir. Non, parce que des fois, c'est une spirale où on a peur de dire la vérité. Moi, j'ai peur de dire, je peux pas aller à ton événement parce que je vais rien faire chez nous. Je vais rester assis tout seul chez nous. Pour moi, c'était tellement étrange comme concept. Justement, quand on vient à cette notion-là de calendrier. Et rien faire, c'est relatif aussi. Non, c'est ça, mais tu sais, à cette notion-là de calendrier, s'il y avait un trou dans mon horaire puis que quelqu'un m'invitait, je me disais, ben. J'ai pas d'excuse. J'ai pas d'excuse. Mais là, j'ai réalisé que mon bien-être, genre, comme juste ce que j'ai envie de faire, c'est une raison valable, tu sais. Même si c'est juste de m'étendre sur mon tapis puis regarder le plafond pour méditer, c'est suffisant. Ben oui. C'est essentiel. C'est essentiel, exactement. Ça vient qu'est-ce qui est essentiel. Puis de questionner le pourquoi on fait les choses. Puis des fois, ça va être des raisons parce que je veux pas faire de peine, parce que je veux pas que l'autre personne m'aime pas. Des fois, c'est aussi, on veut pas que la personne pense qu'on est méchant. Des fois, mais aussi, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on fait qu'il y avait... c'est parce que tout le monde le fait ou parce que tu te rendais même pas compte que tu avais un choix. Tu t'es jamais posé la question toi-même. Pourquoi tu as un divan? Parce que, je sais pas. Est-ce que l'option pas de divan existe? Pourquoi tu me poses cette question-là? C'est bien weird. C'est ça. Genre, tu sais, puis même, on pourrait le faire avec les électroménagers. Genre, pourquoi on a des frigidaires? Genre, pourquoi tu as un frigidaire? C'est une bonne question. Là, t'es comme, OK. Ça allait quoi, 100 ans, le frigo? Ben, qu'est-ce que les gens faisaient avant les frigos? Est-ce qu'on pourrait vivre sans frigo? La réponse, c'est assurément oui. Il y a des solutions pour le faire. Il y en a qui le font en ce moment. Oui, exactement. Tu sais, fait
Mais- Nous, on a un fun à faire ça. Ah ouais. Puis c'est là que tu choisis, tu sais. À partir du moment où tu poses ces questions-là, ben, nous, on en a un frigo. Puis, parce qu'on l'a choisi, puis il y a des avantages que nous, on aime, puis il y a des inconvénients aussi, mais c'est un choix. Tu sais, on est conscient. Exactement. Puis maintenant, quand je vois le frigo, je me dis pas, ah, c'est peut-être superflu. Non, non, on sait pourquoi il est là. On sait pourquoi on l'a choisi. C'est ce qui amène, puis ce qui enlève. Oui. Parce qu'on s'est dit, bon, on pourrait sauver de l'énergie. On pourrait ou sinon avoir juste un congélateur plus parce qu'on veut manger des trucs frais ou des trucs en canne le reste de l'année. Fait que les trucs frais, on les mange au fur et à mesure. Les trucs en canne, ils sont pas périssables nécessairement rapidement. On se dit, on va-tu juste avoir un congélateur? Puis, en tout cas, c'est ce processus-là d'explorer quelque chose sur tous les sens. Puis après, de dire c'est quoi nos valeurs, c'est pourquoi oui, pourquoi non, qui fait que graduellement, tout ce qui nous entoure, on sait pourquoi on a ces choses-là. On les choisit. On les a choisis, oui. Ouais. Même chose avec nos engagements, nos loisirs. Nos habitudes. Oui. C'est comme apprendre le japonais. Tu sais, je me disais, il faut que j'apprenne le japonais, c'est fou. Tu sais, rationnellement, je me disais, c'est bon pour le cerveau de parler plusieurs langues, je vais pouvoir comprendre des choses ailleurs dans le monde, Mais je me rendais compte que la première raison, c'était parce que je trouve ça tellement cool. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment, ça pourrait suffire. Ouais. Ça m'apporte de la joie. Mais on dirait que ça. Fallait que j'accepte que si j'apprends le japonais le soir, il y a quelque chose d'autre que je ne pourrais pas faire. Puis là, le réel trade-off, tu sais. Ouais. Mais bon. Fait que la dernière... fait que ouais, si on revient comme... C'est ça, la première section, c'est d'ouvrir l'esprit puis de questionner les conventions puis les choses qui sont fixées des fois dans notre vie, de les déraciner un petit peu pour voir comment on reconstruit les choses. L'autre, après, c'est d'éliminer, de choisir en fonction de nos valeurs. Puis la dernière étape, c'est l'exécution. Ouais. C'est d'agir en conséquence. Parce que des fois, on sait c'est quoi nos valeurs, puis il y a une incohérence entre nos gestes, puis nos gestes, puis ce qui est important pour nous. Puis ça, c'est spirituellement difficile. Comme un poison. Là. De faire quelque chose qu'on sait que c'est pas bon, puis de le faire quand même. Ouais. Je pense que c'est la source de beaucoup de problèmes. De beaucoup de souffrance. Ouais, de beaucoup de souffrance. C'est un décalage entre, c'est ça, notre intuition, ce qu'on veut accomplir dans la vie, puis comment on agit. Puis, encore une fois, la force de Greg, c'est de mettre ensemble plein de concepts. Puis, un de ces chapitres, c'est sur les habitudes, The Power of Small Wins, fait que les petites victoires. Puis, un livre qu'on va racheter dans la bibliothèque bientôt, c'est sur les Atomic Habits. Les habitudes atomiques. Tellement petites comme habitude, comme geste, que c'est atomique. C'est la plus petite, comment dire, division d'une habitude. Genre, que tu es capable de faire. Geste, exact. Puis il y a une autre sur l'importance de créer une routine. Puis il y a des gens qui ont des livres juste à... Fait que tu sais, c'est... Ouais. Fait que dans l'exécution, il est beaucoup dans un thème qui est super populaire en ce moment dans le monde, qu'on va voir du leadership et des habitudes, du lifestyle, c'est les habitudes. Ouais. C'est le concept d'habitude de vie. Les rituels, si on veut. Les gestes qu'on pose jour après jour. Puis je pense qu'il commence à avoir un shift de perspective. Au lieu de vendre l'idée d'avoir des résolutions grandioses qu'on prend une fois par année, c'est de ramener le focus sur de cultiver au quotidien quelque chose. C'est un geste à la fois, jour après jour, après jour, après jour, après jour, qui fait une différence. Je pense que tu le vis toi-même avec tes plantes et ton jardin aussi. Chaque matin, quand tu vas voir les choses ont avancé un petit peu, là, ont poussé un petit peu, puis ont grandi un petit peu. Là, c'est le même principe. Absolument. Ouais. Comme on a parlé de jardinage la semaine passée, parce que d'un côté, le jardinage, ça fait bouger là, physiquement, genre, tu sais, mécaniquement, le corps bouge quand on jardine de plein de façons. Mais il y a une leçon de vie qui est fascinante aussi par rapport à ça, c'est que prendre soin d'une plante, c'est pas une journée qui va... tu peux la tuer en une journée si ta coupe, mais c'est pas une journée qui va faire elle peut pas grandir plus vite que son propre rythme. Puis, comme jardiner, ça enseigne la patience, ça enseigne l'émerveillement, puis ça enseigne cette idée-là que c'est un petit geste, rajouter un petit peu d'eau à chaque jour, puis être attentif à la plante, à son contexte, à la nature, apprendre à comprendre la variation de température, l'humidité. C'est cette petite attention-là qui fait que les plantes vont être en santé. Exact. Puis il y a quand même un parallèle intéressant à faire parce que une plante va exécuter chaque jour, mais il y a des bonnes journées et des mauvaises journées. Tu sais, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'eau,
il fait froid. Tu sais, la plante, ça sera pas une grosse journée de croissance, mettons, pour cette plante-là. Mais peut-être que la semaine d'après, il va faire chaud, il va pleuvoir, il va y avoir du soleil. C'est comme, puis là, mais tu sais, l'important, c'est de se concentrer sur nourrir un peu cette croissance-là, tu sais. Jour après jour. Il va y avoir des bonnes journées, il va y avoir des mauvaises journées, mais il faut constamment cultiver, tu sais. C'est drôle parce qu'il en parle dans le livre. Justement, il dit il faut créer un cadre. Pour lui, la manière qu'il voit l'exécution, c'est de créer une structure pour simplifier, puis que tu n'as pas toujours à réfléchir à ce que tu dois faire, puis que ça facilite tes efforts au quotidien. Puis justement, de prendre pour acquis qu'il y a des journées où ça va aller moins bien, il y a des périodes qui vont mal aller. Puis c'est la base de plein de philosophies, d'accepter que les choses changent, les choses sont imprévisibles, il y a des choses qui vont mal aller, que c'est douloureux. Ça, on ne le contrôle pas. Mais en contrepartie, comme humain, on a le pouvoir de choisir notre réaction, puis d'anticiper aussi, de prendre pour acquis, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont mal aller. Puis lui, ce qu'il fait, c'est de garder un buffer, là, comme pour avoir de la marge de manœuvre, puis avoir de l'espace. Puis si nos horaires sont tellement têtes, puis si nos maisons sont tellement remplies, qu'on sent qu'on n'a plus d'espace pour bouger, puis que c'est vraiment ça qu'il explique. Il dit, tu sais, quand un système va tellement vite que dès qu'une vis s'enlève toute brise parce que le système était trop stressé. Genre, il faut trouver une façon de créer un style de vie au quotidien, qu'on est capable d'exécuter ce qu'on a envie de faire, puis qu'on a du lousse, puis que ça respire, puis qu'on se sent épanoui, tu sais. Mais ça, c'est spécifiquement comment créer des habitudes, un sujet qui nous passionne aussi, fait qu'on va en parler dans les prochaines semaines de toute façon. Pendant tout le mois de juin. Oui. Je vois que le temps a passé déjà. Oui. Fait que on va y revenir, dans le fond, comme pour... le livre est déjà dans la section bibliothèque, c'est-à-dire qu'on le présente sommairement. Vous pouvez aussi voir des photos de quoi ça a l'air. Et dans la semaine à venir, on va publier une fiche avec les 3 idées clés résumées avec des dessins, d'autres exemples. Oui, c'est ça. Il y a une fiche en ce moment sur le site, comme Marc-Claude a dit. Moi, je vais la mettre en commentaire au live, tant qu'à y être. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, mais on va la compléter, on va rajouter beaucoup de contenu dans cette fiche-là dans le prochain mois, dans la prochaine semaine, au moins. Ouais. Donc voilà. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, on a-tu un thème? On l'avait, je pense, j'ai oublié. Ah, c'est quoi? OK, il va y avoir un thème là-dedans. On peut l'écrire en commentaire aussi. En tout cas, on vous revient avec un thème, samedi prochain, 10h. Puis c'est ça. Bye. Bon week-end.